Quoi ton plus vieux souvenir en lien avec le fléché? C'est pas si vieux que ça, là. J'étais pas tout petite. C'est aux Jeux du Québec qui ont eu lieu à Joliette. Ma mémoire est bonne, dans 76. Ça coïncidait avec l'ouverture du musée d'art de Joliette. Puis moi, le sport, ça m'intéressait pas, mais il y avait le volet culturel. Et puis, la famille, on est allé au musée d'art. Et c'est là que j'ai vu du fléché pour la première fois. 76. Ouais. Puis c'était une ceinture Oh non, non, non. fléchée ou Non, c'était. non, non. C'était plusieurs ceintures, disons, peut-être une douzaine de ceintures, mais des pièces maîtresses, là. Ah ouais? Ouais. Ça t'avait-tu marqué? Ben oui, Ouais. parce que moi, ma formation en textile, là, quand j'ai vu cette étoffe-là, mon Dieu, c'est donc bien beau. Alors, je me suis attardée à examiner ça, juste des yeux, là, parce que j'osais pas déranger les gens qui étaient là. Mais je regardais ça avec beaucoup d'intérêt, puis ça m'a marqué. Puis c'est à partir de quel moment qu'il y a eu vraiment un élément déclencheur pour que tu te mettes à C'est flécher? que le musée, ben, il fallait que ça soit accessible là, pour moi. Le musée d'art de Joliette, en 80, a offert des cours en socio-culturel et parmi la nomenclature des cours qu'il y avait là, il y avait le fléché. Et c'est là que je me suis inscrite pour apprendre à flécher. J'ai appris de septembre à décembre. Là. Il y avait plusieurs semaines, là, une fois par semaine, qu'on se rendait au musée pour apprendre ça. Puis après ça, je me suis perfectionnée comme au printemps suivant. Et puis, j'ai jamais arrêté après ça. Puis tu t'es perfectionné dans quel contexte? Ah, ben moi, j'avais du temps chez moi, là. Alors, c'est que j'avais le temps, me dire, la clé du succès là-dedans, c'est de prendre le temps de le faire. Hein? Alors, j'avais ça, moi, chance-là, d'avoir du temps. Et puis, me perfectionner, ben, c'est qu'à cause de ma formation, ben, j'étais curieuse d'aller au bout de tout ça, là. Je voulais pas juste savoir comment croiser les fils, je voulais comprendre ce qu'il en était, puis après ça, avoir une meilleure connaissance des matériaux, puis de la préparation de ces matériaux-là, et puis le raffinement de la main. Mais moi, j'avais un bon fond, là. Parce que, disons que mon passage à Saint-Jacques, là, c'est 4 ans que tu t'appliquais, que tu faisais de ton mieux tout le temps, là. Alors, j'avais l'habitude d'aller au bout de ce que je pouvais faire dans une technique. Et puis, c'est ça. Alors, le perfectionnement, c'est fait à observer des pièces, puis à côtoyer des gens, mais oui, ça nous stimule. Ça nous stimule, ça nous force à se dépasser. Parce que les gens nous demandent, est-ce que tu pourrais nous dire telle affaire, comment on le fait? Dans ma tête, je le sais, mais c'est pas suffisant là, quand on montre une technique. Là. Alors, il ne faut pas juste savoir, il faut faire aussi. Alors, ça me forçait à faire des expériences que j'aurais pas faites parce que dans ma tête, c'était évident comment ça se faisait. Alors, et on se rend compte qu'en le faisant, on apprend des choses. Là. Parce que là, on est dans le concret de la vie. Là. Alors, c'est par l'envie de le transmettre que ça a été un élément, ça, qui m'a amené à aller plus loin, oui. Ouais, fait que c'est vraiment la transmission qui a été un motivateur. Ah, ben oui. Ouais. Ben oui, ben oui. C'était la première motif, c'est parce que je trouvais ça bien beau. Mais trouver ça bien beau, puis toute seule chez vous, tu finis par arrêter de faire la chose un coup que tu la maîtrises. Là, bon. Et c'est ce qui arrive à plusieurs artisanes qui approchent la technique quand ils ne sont pas stimulés. Ben, un coup qu'ils ont le petit morceau qu'ils voulaient réaliser, ben, il n'y a rien qui les amène à aller plus loin. Pas de défi. Hein? Faut se lancer des défis. Puis là, c'est ça le dépassement, hein? C'est de se lancer des défis, puis
d'atteindre les objectifs qu'on se fixe. Hein. Ça fait quand il y a des gens qui nous observent, qui nous scrutent carrément, parce qu'ils veulent savoir c'est quoi tu fais. Bien là, tu te forces pour bien le faire, forcément. Tu veux pas manquer ton coup, puis tu veux les épater. Tu veux créer de l'admiration envers la pièce comme toi, t'en as eu quand tu l'as découvert. Ouais. Ben. Puis là, quand tu as commencé, dans le fond, tu as commencé au Musée d'art avec Pierre Bélanger. Ouais. Puis c'était une session de combien de temps, ça? Oh, c'était 10 semaines à 3 heures par semaine, là, 3 heures par soir. Disons que c'était un mardi, là, ben, de 7 heures à 10 heures, 10 semaines de temps. L'entraînement était rigoureux. Ouais. Rigoureux. Oui. Moi, c'est parce que j'avais une formation qui me permettait d'être capable de faire face à ces exigences-là. Puis la preuve de ça, c'est que dans mon groupe, là, supposons qu'on était 10, supposons, autour de ça, j'en connais pas qui flèche, là. C'est parce que c'était exigeant. Ben, il y en a que c'est comme que je te disais tantôt, un coup qui ont fait leur petite écharpe ou je sais pas quoi, c'est correct. Je sais comment ça se fait, c'est suffisant. Puis dans le cadre du cours, tu avais appris à faire quel type de... Ben, on commençait par apprendre. Ce qui nous enseignait, c'était vraiment la démarche que l'association provinciale avait élaborée puis avait mis sur pied pour former des artisans. Alors, on commence par comprendre comment se croisent les fils par des motifs de base. Puis après ça, on utilise ces motifs-là, puis on les intègre à une pièce. Et puis, un coup, tu l'as réalisé, puis en même temps là, ce qui était exigeant, c'est qu'il fallait travailler sur la régularité du geste, puis la beauté de la pièce. Puis un coup, tu l'as réussi, bien là, tu veux la refaire, mais plus belle. Et puis plus belle, tant que c'est pas belle comme celle que tu as vue. Alors, ça peut durer longtemps. Puis moi, ben, vu que j'étais une enseignante, quand j'ai fini mon cours, que je me suis retirée chez moi, je me suis fait un cahier d'exercices, du matériel didactique carrément, avec toutes les notes que j'avais pu ramasser, de sorte que je suis arrivée à la maîtrise de la technique en faisant ce cahier-là, parce que c'était plusieurs heures de travail, ça, là. Mais ce cahier-là m'a servi toute ma vie, puis inspire mes élèves maintenant. Puis le professeur en avait un cahier, mais nous, c'était défendu de le photographier, le photocopier. Non. Prends ta plume, ton crayon, tu veux prendre des notes, prends tes notes, fais ton cahier, puis je m'aperçois que oui. L'instantané nous fait sauter des étapes, dans le fond, là. Tu sais, c'est un peu facile, là. Moi, je les laisse faire, mes élèves, là, celles qui veulent prendre ça avec leur caméra. Mais je sais bien que pour la maîtrise, il faut qu'ils le fassent. Ouais. Puis quand tu as sorti de ce cours-là, t'avais-tu la base nécessaire pour faire une ceinture? Oui. Ce qui me manquait, c'était les éléments pour la raffiner, que ça soit un travail fin, puis de se rapprocher de la facture ancienne. Ça, c'est avec le perfectionnement, où ça a été peut-être 5 semaines de 3 heures. Ça n'a pas été long parce que, rendu à ce niveau-là, ceux et celles qui se présentaient là, ils comprenaient. Quand le prof parlait, ils comprenaient, ils savaient de quoi il parlait. Tandis qu'au début, tu ne connais pas la technique, tout était à apprendre. Ça fait que c'est plus long. Mais là, il y avait juste à nous dire quel bord tourner la roue pour que ça fasse un S, quel bord tourner la roue pour que ça fasse un Z dans ta tête. Oui, c'était compris. Et tu n'avais pas besoin de pédaler 2 heures pour comprendre. C'est quel bord tu tournes la roue pour faire un S, puis quel bord tu tournes la roue pour faire un Z. C'est ça, c'est qu'en étant plus avancé, on est capable d'aller chercher plus d'informations dans moins de temps. Mais après ça, il faut le faire. Là. Et c'est là que ça prend du temps. Moi, je peux dire, ça m'a pris 5 ans avant d'arriver à faire une ceinture à facture ancienne.
Pas parce que je ne savais pas croiser les fils. Non, non. C'est la main. C'est la main. Comment tenir nos fils, comment les tasser, comment les placer. Oui, oui. Puis après ça, ben là, un coup tu sais le faire, que tu penses que tu sais le faire, ben là, tu t'attardes à d'autres éléments, comme par exemple la couleur. Là, tu dis, j'ai beau faire une belle ceinture, l'harmonie n'est pas aussi belle que celle que je vois dans les musées. Alors là, tu commences à t'intéresser à la couleur. Mais ça arrive à la fin, parce qu'il est inutile de prendre des choses très, très longues de préparation si ta technique n'est pas à point pour t'en servir. Ah, ben c'est bon. Puis ça, le perfectionnement que tu parles en 5 cours, ça c'était au printemps? Oui, c'était au printemps, à 81. Oui. Puis à l'été, j'ai été initiée en teinture végétale. Mais c'était vraiment une initiation, là. Ouais. Ouais. C'est juste pour te rendre compte qu'il faut que tu chauffes tes poêles, puis il faut que tu manipules de la laine, puis de l'eau, puis que tu contrôles tes feux, puis oui. Mais non, ça, c'était vraiment une initiation. C'est plus tard, ça, que le professeur de Pierre Bélanger est venu à notre association d'artisans et nous a offert de nous montrer à teindre, là. Et là, ben, hey, quelle chance, toi! Alors moi, j'ai dit oui. J'ai dit oui tout de suite. Puis Pauline Roy, qui est une sœur de la congrégation de Notre-Dame, m'appelle comme quelques jours avant le début du cours, puis elle me dit, « Est-ce que vous allez accepter de venir quand même si vous êtes seule? » Genre, je venais pas. Elle était pour me le montrer, même si j'étais toute seule. Ben oui, hein? Ben oui. Ah, c'est bon. Ouais. Puis, as-tu rencontré des difficultés lors de l'apprentissage du fléché? J'ai transpiré comme j'ai jamais transpiré dans ma vie. Oui, 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 oui. Seulement, j'y arrivais tout le temps parce que j'avais des aptitudes, puis une pratique dans des travaux fins. Alors, mes doigts arrivaient au résultat qui était attendu. Mais, tu t'assois sur ta petite chaise, là, puis le premier cours, ton professeur dit, ben, le premier cours, là, on va dompter notre carcasse. C'est ça le premier cours. Apprendre à t'asseoir, attacher ta pièce, te tenir droite, puis avoir des tensions dans tes mains. Pas dans tes orteils, là, dans tes mains. C'est ça qui marche. Alors, c'est surprenant, parce qu'on n'a pas l'habitude de travailler cette technique-là. Alors, si je fais de la couture, j'ai une machine à coudre, puis si je tire, j'ai un métier à tisser, puis si je tricote, j'ai des aiguilles, mais là, j'ai juste 10 doigts, pas d'autre chose. Alors, ça, c'est une chose que les gens ne se rendent pas toujours compte, mais la tenue et ton installation a de l'influence sur la facture de ta ceinture. Alors, c'est pas pour rien qu'il nous disait ça. C'est parce qu'il le savait, lui, là. Hein? Alors, la première leçon, dompter sa carcasse. Assis sur une petite chaise, sur le bout de la chaise, les mains avec de la tension dans les mains, pour être capable de faire un travail très dense. C'est pas pour rien, hein? C'est parce que nos ceintures, leur caractéristique, c'est sa densité. La densité. Peu importe si le fil est gros ou mince, là, la densité. C'est pour ça qu'elles étaient indestructibles, hein? C'est la densité du travail plus la technique, là. Puis, un coup que tu as, dans le fond, on a parlé des difficultés que tu en avais eues, mais les plus précisément, dans lesquelles qui sont à prévoir. Oh! C'est drôle à dire. Pour moi, ça n'a pas été la technique, ça a été plutôt quand j'allais le choix des fils que j'avais à faire, plus les couleurs. Ça, je peux pas te dire comment ça m'a fait transpirer ça. Parce que là, tu savais que tu étais pour mettre, je sais pas, 100 heures, 200 heures, je sais pas combien de temps la pièce. Il fallait pas que tu te trompes, là. Parce que c'était pas beau longtemps, là. C'était bien longtemps. Ça a un coup fait, ça dure, cette histoire-là. Alors là,
de se concentrer pour les couleurs, pouvait passer des demi-heures à regarder, ça s'apprend. Mais c'est pas inné pour tout le monde. Moi, j'ai eu des compagnes, là, que la couleur, c'était pas un problème. Je parle pas des compagnes qui fléchaient avec moi. Je parle des compagnes qui pratiquaient d'autres techniques, là. Des femmes qui sont en or, par exemple. Eux autres, la couleur, c'était pas un problème. Alors, j'ai appris beaucoup en côtoyant des gens qui avaient d'autres disciplines que le fléché pour maîtriser ça, là. Parce qu'aujourd'hui, je suis considérée comme quelqu'un qui a une bonne maîtrise des couleurs. On dit, vous êtes une bonne coloriste, c'est ça qu'ils disent, les gens. Mais c'est pas pour... Il y a une démarche pour ça. Il y en a qui c'est plus inné que d'autres. Moi, ce qui était inné, c'était le savoir-faire. Mais ça, là, la couleur, c'était quelque chose. C'était plus difficile que le fil. Parce que le fil, c'était de faire fonctionner un rouet, puis de le faire aller bien régulièrement pour avoir un beau fil égal. Ben si j'étais capable de broder d'une façon égale, flécher égale, ben j'étais capable aussi de retordre mes laines d'une façon égale. Ça se maîtrise assez facilement. Mais la couleur, là, on est dans un autre domaine. Oui. Ouais. Y a-t-il d'autres choses auxquelles que tu t'es confronté? Ben, c'est d'avoir accès aux matériaux, là. Ça, c'est notre plus gros problème. La laine, là, les gens n'en importent plus parce qu'il n'y a pas de demande. Alors là, par contact, des fois, tu arrives à avoir, ici dans la région, on a quelqu'un qui s'occupe de nous, les flécheuses, et si on a besoin de quelque chose, elle va le chercher pour nous. Puis elle a l'inventaire qu'il faut pour être capable de nous procurer ce qu'on a besoin. Mais ça, c'est une vraie chance. Mais c'est parce qu'on est un nombre de flécheurs et de flécheuses assez grand pour lui donner envie de le faire, de faire cette démarche-là. Là. Tu sais, on a cette chance-là. Oui. C'est qui fait ça? Elle s'appelle Marie-Rose Quintal. Elle possède une boutique de laine dans le petit village de Le Gardeur, maintenant qui est fusionné à Repentigny. Alors, sa boutique s'appelle La Tricolaine. Okay. C'est une femme qui, ça doit faire 40 ans, 45 ans, qu'elle a un commerce et puis qui connaît bien les matériaux, puis qui nous est d'un grand secours. Et là, il y a des artisans, des fois, il y en a un, entre autres, là, il est comme un moine, là. Il essaie de retrouver tous les caractères des fils anciens pour essayer de nous trouver quel fil aujourd'hui ressemblerait le plus à ça. Mais ça, on aurait besoin de beaucoup de recherches là-dessus. Ça nous prendrait quelqu'un qui connaît beaucoup la construction des fils, puis qui prendrait un fil ancien, puis nous dire, ben avec l'ADN, ça serait possible de nous dire quelle race de mouton sûrement, là. Hein? Ça nous donnerait une chance pour savoir parce qu'au magasin, on n'a pas le choix, là. Ce qui se vend, c'est du mérino, mais c'est pas ça. Ça, c'est une laine molle, fine, résistante, mais molle. Alors, c'est pas la plus adaptée au fléché, mais on est en art populaire. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, là. T'sais? Puis pourquoi c'est si important pour vous d'aller rechercher la facture ancienne? Ben, c'est parce que c'est la plus belle. Moi, je suis en mesure de te le dire. T'sais, puis, écoute, même si c'est du monde, monsieur tout le monde n'est pas fou. Ils vont arriver à un kiosque, là, parce qu'ils nous demandent souvent de faire de l'animation, puis on apporte toutes sortes de choses. Et les gens, systématiquement, vont vers cette ceinture-là. Parce que l'œil le voit. Ton inconscient le sent. Mais peut-être ta partie consciente ne sait pas pourquoi. Mais ton inconscient le voit, que c'est l'harmonie est parfaite. La beauté de l'étoffe. Oui, c'est un chef-d'œuvre, c'est pas pour rien. Puis est-ce que tu apprends encore des techniques? Oui, ben j'apprends des variations. Ouais. C'est des variations. C'est comme en musique, là. Tout ce qui se fait en musique, c'est des gammes, hein, qui sont placées, des notes à une vitesse différente. Ben nous, c'est pareil. C'est qu'en changeant des fois des couleurs, en les plaçant différemment, en changeant, hein. Alors ça, c'est un défi, là. C'est un défi. Parce que quand les gens la voient,
je me promène avec ça, je me la fais, on m'interpelle, on me demande de l'avoir tant que j'ai pas dit oui, là. Parce qu'ils savent, les gens sont pas bêtes, même s'ils en font pas, là, ils se rendent bien compte que c'est un objet, là, c'est une beauté exceptionnelle, là. Alors, c'est la beauté qui me... Oui, si c'était pas beau, je te jure, je le ferais pas. Je ferais d'autres choses. Qu'est-ce que ça représente pour toi, le fléché? Bien, le fléché, qu'est-ce que ça représente? Bien, premièrement, on devient conscient de certains éléments. Par exemple, on se rend compte que cette chose-là nous appartient, fait qu'on en est fier. Alors, c'est une fierté. Je pense que c'est pas pire moteur, ça. C'est bon. Oui. Puis, c'est quoi le rôle du flécheur, selon toi? Le rôle du flécheur. Je pourrais dire, ça fait du fléché, là, mais ce serait un peu simpliste, hein? Moi, je dis, c'est d'amener les gens à voir, à prendre conscience de la beauté de cette pièce-là. Et puis, mon professeur disait, tout ce qui est beau est utile. Alors, c'est l'utilité que ça a, c'est d'amener les gens à voir la beauté dans une étoffe. Ouais. Puis elle nous appartient. Ça, c'est assez puissant. Excellent. Est-ce que tu peux nous faire un bref historique de la pratique du fléché dans l'Anaudière? Dans l'Anaudière, l'Anaudière, toutes les fois qu'on cherche à savoir des choses, on nous ramène toujours à l'Assomption. Et ça a coïncidé avec le fait que les gérants de la Compagnie du Nord-Ouest et ceux de la baie du Thon se retiraient à l'Assomption l'été, les gérants, puis embauchaient les voyageurs, les gens. Ouais. Et ces gens-là avaient de belles étoffes. Hein? Les tartans écossais, là, c'est toute beauté. Il n'y a pas de tissu plus beau que ça, les tartans. Et les gens voulaient acheter ces pièces-là là, parce que c'était beau. Hein? Puis, il y avait le monopole hein, du commerce, ces gens-là. Alors, ils vendaient ça tellement cher que les femmes trouvaient ça dommage que leur mari, leur garçon, enfin, les hommes de la maison dépensent autant d'argent pour une pièce vestimentaire. Ils ont dit, si on en patentait une qui ferait l'envie autant que ces belles étoffes-là. C'est ce qu'on sent à travers les croisements des faits historiques qu'on peut observer. Et tous les peuples savent tresser, mais elles savaient, comme tout le monde qui savent tresser, le chevron. Et c'est par tâtonnement qu'elles ont fait des croisements de fils et que ça a fait des flèches. Et c'est comme ça que la ceinture a pris le nom de ceinture fléchée. Puis qu'on est des flécheuses. Alors, c'est ça. Alors, cette chose-là s'est répandue après ça dans la région. Puis, quand avec la Compagnie de la baie du Thon, là, on a voulu une production plus intensive là, pour les comptoirs du Nord-Ouest. Et là, on a confié la production aux femmes qui avaient des habiletés reconnues. C'était des femmes qui étaient de souche acadienne, qui étaient dans le Grand Saint-Jacques, là. Fait partie du Grand Saint-Jacques. Alors, ces femmes-là sont mises à produire en grande quantité, puis c'est elles qui fournissaient la compagnie pour leur comptoir. Un jour, ce que je sais de la pratique, c'est qu'elles ont arrêté parce qu'elles étaient mal payées. Et puis là, elles se sont consacrées à des pratiques, comment je dirais, des notables qui leur demandaient de faire une ceinture. Ils en faisaient pour leur famille et tout, mais plus une production de masse, là. Et puis, il est toujours resté des pièces dans les familles, puis il y a toujours eu quelqu'un à quelque part qui en a fait. Et puis, quand on voulait apprendre à flécher, bien, ils ont fait comme moi j'ai fait. Et on a trouvé le meilleur flécheur ou la meilleure flécheuse, puis on lui a demandé de nous le montrer. Puis ça a toujours été comme ça. Il n'y a pas d'institution qui s'est consacrée à ça.
Saint-Jacques, l'Institut familial, a déjà eu des dames qui sont venues donner des ateliers comme le parascolaire, ce qu'on veut, mais ça n'a pas fait des flécheuses avec ces femmes-là. Là. Seulement, ça leur a fait connaître le fléché. Barbeau a bien essayé de montrer aux professeurs pour qu'ils puissent le répandre à travers ces écoles-là. Mais c'est la tradition qui a maintenu ça. Toutes celles qui n'avaient pas la tradition en arrière d'elles, là, c'est mort avec la personne, là. Ou ça s'est diffusé, ça s'est éteint tranquillement. Mais nous autres, étant donné qu'on a eu toujours des gens qui en faisaient, puis qui avaient toujours des ceintures dans les familles qu'on pouvait observer, on n'était pas obligé d'aller dans les musées pour les voir, là, ben ça nous a donné le goût de le faire parce qu'on a vu. Puis la connaissance était accessible, là. Puis c'est encore comme ça aujourd'hui. Oui. Puis dans la région, aujourd'hui, il y a combien de personnes qui pratiquent le fléché? Ah, qui pratiquent, ça, c'est un gros mot, là, tu viens de dire là, la pratique. Ouf! D'après moi, là, t'as assez de tes deux mains pour quelqu'un qui flèche à tous les jours, là, une pratique. Je dirais, oui. Il y a beaucoup de gens qui ont été initiés, qui ont essayé ça, qui ont trouvé ça intéressant. Mais avoir une pratique, production. Notre petite association, si on est 20, c'est tout. Ils viennent pas toutes de la Naudière. Puis des gens qui ont le savoir-faire, qui possèdent la technique. Ah ben, c'est ça. Moi, je dirais, ça pose sur les épaules dans la région, là. Pas plus qu'une douzaine de personnes. Ouais. Qui le savent assez pour amener la pièce à un niveau qui va donner, que les gens vont dire ça vaut la peine d'être fait, là. Mais l'ABC, ça, beaucoup de gens ont été initiés, là. Puis le regroupement qui a aidé beaucoup à ça, ce sont les fermières du Québec, là. Parce que ça, c'est un regroupement de 34 000 personnes, là. 34 000 femmes qui, lorsque l'association leur propose une technique une année, c'est un groupe, c'est un effort collectif pour faire connaissance avec cette technique-là. Là. Alors là, c'est sûr que plusieurs personnes sont initiées. Mais un coup qu'on passe à d'autres choses 2 ans plus tard, ben, ça n'en devient pas une pratique régulière forcément. Là, hein? Mais ça fait rien. Ça laisse des traces. Les gens se rappellent, s'en rappellent, oui. C'est bon. Puis sur combien qu'il pourrait y avoir de flécheurs actifs au Québec? Actifs? Pas ben. Moi, je dirais peut-être une centaine. Actifs. Oui. Ça serait le maximum, là. Puis là, répandés partout, là. Je dirais peut-être une centaine. Mais qui ont touché à ça, ben mon Dieu. Des centaines. Des centaines. Ouais. Ouais. Parfait, ça. Puis au niveau de la vitalité de la pratique, bon, on vient d'en parler un peu, mais considérez-vous que le fléché, c'est en déclin, c'est en voie de disparition? Le fléché, depuis qu'on a arrêté la production commerciale, et puis, disons, les 20 derniers, jusqu'en 1900, ça semblait pas être menacé. Mais après, depuis 1900, je dirais, c'est menacé. Mais c'est tellement beau que quand il y en a une, disons, s'il y en a 10 qui s'y mettent, ben, elles ont... il y a assez d'éléments là pour qu'il y en ait d'autres qui continuent là. Oui, mais seulement ça se fait pas tout seul là. Aujourd'hui, les moyens de communication sont plus faciles, mais j'imagine qu'autrefois, c'est pour ça que c'était resté dans un rayon assez restreint de gens là. Parce qu'aujourd'hui, c'est facile de communiquer, mais dans le temps... Là, c'est quoi les occasions que tu as de pratiquer le fléché? Ah, ben moi, ça fait partie de mon quotidien. Ouais. C'est pas une occasion, c'est mon quotidien. Dès que j'ai une minute, je viens m'asseoir ici. Même j'en ferai juste 2 rangs, 1 rang. J'ai besoin d'autre chose. Je me lève, je vais le faire, je me rassois. Alors l'occasion, c'est ça. Mais moi, j'essaye de sortir le moins souvent possible. Parce que il reste pas beaucoup d'années.
Et si je veux produire, il faudrait que je le fasse là, pendant que je suis capable. Parce que je me sens pas menacée de rien. Dans 10 ans, ma mère va avoir 80. Hein? À 80, d'habitude, tu te berces un peu. Hein? Tu perds des capacités. Mm. Ça fait que moi, je me trouve comme en état d'urgence. Dans le sens que c'est là ou jamais. Hein? Fait que ça fait vraiment partie de ton quotidien, Oui. puis quand tu viens flécher, tu t'assis pour combien de temps? Le temps que j'ai. Ouais. Ça peut être une demi-heure, ça peut être une heure, mais en général, la soirée, entre 8h et 10h le soir, je suis assez constante, mais ça ne m'empêche pas de m'arrêter parce qu'il y a quelque chose que je veux écouter, puis qu'il faut que je m'arrête pour tout voir. Puis dans le jour, ben c'est sûr qu'on a notre Tintin quotidien, puis que je fais partie de petites organisations, puis que j'ai quelques petites réunions, puis que, bon, je m'amuse un petit peu de temps en temps. Mais dès que j'ai une minute, c'est à ça que passe mon temps. Ouais. Excepté le samedi puis le dimanche. Ah. Parce que depuis que je suis fermière, j'ai renoué avec une tradition qui appartient à ma famille, qui est la broderie. Alors, par défi, j'ai voulu participer à un concours, là. Puis là, je me suis laissée prendre à ça. Alors, le samedi puis le dimanche, c'est la broderie. Ah ben, t'es Parce que je veux être bonne. T'es dans le textile à longueur de semaine, toi, là. Ah oui, oui. Moi, oui, même les œuvres qui sont sur les murs, il y a beaucoup de choses, c'est du textile, hein, parce que je suis attirée par ça. Ah, ben, c'est bon. Puis, toi, est-ce que tu fais ça de façon professionnelle, le flécher, ou de façon amateur? Non, non, moi j'ai une pratique professionnelle. Moi, je vais jusqu'au bout que c'est possible d'aller là. Ouais. Oui. Et je suis reconnue par mes pairs. Oui. Moi, c'est c'est du haut de gamme, là. Je suis reconnue par la qualité des pièces que je fais, là. Puis... Je suis une référence, autrement dit. Ouais. À traditionnel. C'est traditionnel, parce que pour moi, c'est ce qu'il y a de plus beau. Puis, est-ce qu'il y en a d'autres qui ont une autre opinion là-dessus? Toi, tu dis que c'est le fléché traditionnel? Oui. Il y a ailleurs, au Québec, nous autres, dans notre région, on est attachés pas mal à ça, puis ceux qui sont formés par nous aussi. Mais ailleurs au Québec, ce qu'ils cherchent souvent, c'est d'utiliser cette technique-là, puis d'essayer d'en faire des objets utilitaires. Alors là, on peut pas utiliser les mêmes caractères que si c'est pour faire la ceinture traditionnelle. Ils n'ont pas les caractéristiques ne sont pas les mêmes. Si tu veux te faire un sac à main, tu n'utiliseras pas les mêmes fils, tu n'auras pas les mêmes tensions que si c'est pour faire une ceinture traditionnelle. Puis bon, enfin. Alors, l'objectif des gens ailleurs, quand ils commencent, souvent, c'est que je vais faire avec ça. Que je vais faire avec ça. Alors, ils essaient de faire des applications contemporaines avec cette technique-là. Mais ces gens-là, s'ils deviennent habiles et beaux, quand ils voient ces pièces-là, ils reconnaissent que c'est d'une grande beauté. Puis s'ils voulaient prendre le temps, c'est sûr que c'est vers ça qu'ils iraient aussi, là. Mm-hmm. Parce que comme je te disais tantôt, c'est ce qui est reconnu. Ben oui. Quand on se présente à quelque part, la ceinture traditionnelle, c'est celle-là que les gens vont voir en premier. Ouais. Puis une ceinture traditionnelle, comment que vous vendez ça? Ah ben, moi, une ceinture, si ça me prend 400-500 heures d'ouvrage, c'est 1 heure par fil. Ah oui, mon barème, si j'ai 400 fils, ça va prendre 400 heures. Et puis là, ça va être 4000 $. Oui, ça me prend 1 heure par fil pour la faire, mais je te parle pas de la préparation, puis de la teinture, puis tout ça là. Mais quand je vais la flécher, on peut compter 1 heure par fil. Alors, si quelqu'un veut avoir quelque chose de 8 pouces de large, ça va être 500 fils certains, puis là, c'est 5000 $. Ah ben super. Ouais. Puis,
dans le fond, toi, tu pratiques le fléché ici, où est-ce qu'on est présentement? Oui. Ah oui, on peut être où est-ce qu'on veut dans la Ouais. maison, là, on n'a pas de... Mais moi, si c'est parce que la lumière est là, là. Ouais. Puis je me sens pas comme dans un sous-sol, là. Tu sais, disons, je suis comme dans la nature, là. Quand je regarde l'autre bord de la rue, là, moi, c'est le fleuve que je vois, c'est la commune. Tu sais, c'est quelque chose, là. Je suis dans la nature. Mais je ne flèche pas à l'extérieur, je flèche dans la maison. Ouais. Je ne sais pas si c'est parce que je suis un peu bourgeoise, depuis le confort, j'aime bien ça. C'est bon. Puis, dans le fond, les installations que ça vous prend, vous, pour flécher, c'est... On s'attache après ce qu'on a à notre portée. Mais j'ai remarqué qu'à travers les photos anciennes, puis les peintures, puis tout ça, c'était toujours à côté d'une fenêtre. Pour la lumière, je sais que c'était la lumière. Alors, la lumière est importante. La pièce toujours en diagonale. Ça, là, pas la pièce droite, en diagonale. Ça, c'est l'œil. L'œil. L'œil a besoin de voir, puis c'est comme ça qu'il voit le mieux, sans te casser le cou. Si c'est plat, tu baisses la tête, hein? Mais là, en étant comme ça, tu peux avoir la tête droite, puis tu vois très bien. Alors, bien tendu, c'est sûr qu'il y a des gens qui ne veulent pas être obligés de se détacher toutes les fois, donc ils mettent une pesée, puis la pièce est fixe. Mais moi, je la mets après ma chaise, puis ça ne me dérange pas de la détacher pour me déplacer ou je ne sais pas quoi. Mais il y en a qui ne veulent pas que la pièce soit déplacée, donc ils mettent une pesée en bas pour tenir l'autre bout de la ceinture, puis attacher toujours en diagonale. Bon. L'installation, c'est ça. L'endroit, arrange-toi pour avoir de la lumière. C'est le critère, là. La lumière, puis de quoi pour s'accrocher, puis c'est Oui, tout. c'est tout. OK. Tes 10 doigts. Est-ce que tu peux nous parler des étapes de production d'une ceinture fléchée? Ouais. Ouais. Bon, si c'est une débutante, elle va aller au magasin de laine, puis elle va acheter ses fils, elle va les mesurer, elle va monter sa pièce sur des baguettes d'encroix comme ça, puis elle va tresser tout simplement. Mais quand on veut arriver à avoir des pièces plus belles, ben là, il faut changer, faut bâtir nos fils. Oui, les fils, pour avoir une ceinture à facture ancienne, les fils, c'est faisable, mais ce n'est pas disponible pour nous d'avoir les fils puis de les flécher tels quels. Alors, si on est au niveau supérieur, là, au niveau haut de gamme, si on veut, là, ben là, on achète la laine écrue, c'est-à-dire naturelle, sans être blanchie, la couleur que le mouton avait, là, et puis on fait nos couleurs. Parce que dans le marché, on n'arrive pas à trouver l'harmonie qu'on a besoin, parce que les magasins, ce qu'ils vendent, c'est ce qui est à la mode. Alors, probablement que une année, tu peux avoir le vert, c'est exactement ce vert-là, mais le rouge, il va être pas le bon rouge. Le bleu, c'est pas le bon bleu, tout ça. Alors, finalement, tu décides de les faire, puis tu les fais toutes, puis comme ça, l'harmonie est parfaite. Mais si, comme dans les années 1900, par exemple, on n'a pas de tradition tinctoriale ici, là, de grand, tu sais, c'est pas... non. Alors, ce que c'est que les gens faisaient, ils se contentaient des laines qu'il y avait au magasin. Alors, c'est pour ça qu'à partir de 1900, on voit des verts irlandais. On voit des couleurs, le rose est rose bon, oh non, pas bonbon, rose bébé, des jaunes. En tout cas, c'est clair que c'est parce que la personne n'avait pas le choix, c'est ce qu'il y avait au magasin. Puis là, ben c'est sûr, quand on est rendu dans le haut de gamme, on est difficile là, parce qu'on les voit, les couleurs. On a appris à voir. Alors, on les fait. Alors, la connaissance est là, c'est juste qu'il faut le faire. Bon, alors, on a nos couleurs. Après ça, le fil doit être préparé pour être apte à réaliser la pièce qu'on veut. Alors, pour que le fil soit apte, il faut absolument augmenter la torsion du fil pour que ça devienne comme une ficelle très résistante. Parce qu'une laine, c'est élastique.
Hein, c'est fait pour faire des chandails, des gilets, tout ça. Bon. Mais là, nous autres, c'est pas ça, là. Il faut qu'elle ait d'autres critères. Il faut que ce soit un fil la torsion au maximum. Alors, la seule façon de le faire, c'est avec un rouet. Tu peux bien le faire au fuseau. Ben oui, ça roule pareil. Non, il faut retordre nos fils. Enfin, prends l'instrument que tu veux, là, qui est à ta portée, mais il faut retordre ça au maximum. Ensuite de ça, si tu veux l'imperméabiliser, il faut la passer à la cire d'abeille. Parce que c'est les moyens qu'on a. Ça ne veut pas dire qu'on ne pourrait pas rendre imperméable un fil par d'autres techniques, mais c'est ce qu'on connaît, puis c'est ce qu'on fait. Alors, la cire d'abeille, le bloc de cire d'abeille doit être passé sur tous les fils qu'on va utiliser pour faire la ceinture. Alors là, nos fils sont prêts. Maintenant, il reste à mesurer la pièce, il reste à faire le montage, parce qu'il faut savoir avant quel corridor on veut, combien de fils on veut dans chaque corridor, puis dans quel ordre. Puis un coup que c'est tout monté, la pièce est ourdie, on appelle ça l'ourdissage, bien là, après ça, on peut le fléchir. Puis quand c'est fini, la ceinture est finie, il faut faire la finition. Alors la finition, c'est pour augmenter la solidité du fil, on fait un bout de tresse, parce que c'est plus résistant si la fil est tressée. Puis on finit les fils en torsade, c'est pour augmenter la torsion du fil, c'est pour augmenter la résistance du fil à l'usure, là, qu'on fait ça. Puis on peut presser la ceinture, puis c'est tout, il n'y a pas d'autre chose. Presse une ceinture comme on presse une chemise ou... On ne met pas le fer directement là-dessus, là, ça prend une pâte mouille, puis ça prend une pâte mouille qui a une certaine épaisseur là, pour ne pas écraser les fils, premièrement. Puis il faut qu'il y ait de la chaleur, mais sans trop d'humidité, parce que notre fil a été retordu au rouet, là. Si l'humidité travaille trop fort là-dessus, ça peut faire varier le tressage, là. Parce que l'humidité, il vient secouer ça. Malgré que quand elles sont cirées, il y a moins de danger là. Mais très peu de gens cirent leur fil là. Alors pour toutes les autres, il faut être très minutieux pour ne pas mettre de l'eau là-dessus, là, parce que le fil se mettrait à changer. Il voudrait se détordre, autrement dit. Hein? Mm-hmm. Alors ça ferait crochir la pièce, là. Ce serait assez désagréable, ça. Alors, il faut mollo sur le fer. C'était l'ouvrage des hommes autrefois. Ah oui? Les hommes, parce que c'est une industrie domestique, donc dans la maison, tout le monde s'en mêlait, là. Hein? Comme dans mon papier, tantôt, le fléché, tout le monde se peut s'en mêler, là, ben c'était ça. Alors, les enfants démêlaient la pièce. Quand on flèche, ça vient se mêler en arrière de nous. Alors, les enfants, à partir de l'âge de 9 ans, pouvaient démêler la pièce, la mère, pendant qu'elle faisait cuire ses patates ou je ne sais pas quoi. Et puis, quand elle était finie, c'est les hommes qui avaient la tâche de faire les franges et le pressage. Ça, c'est quand ils faisaient la production là, de masse. Après ça, non, c'est les femmes qui faisaient tout de A à Z. Aujourd'hui, on a des messieurs qui le font, qui font les ceintures de A à Z. Là. Ça représente peut-être 20% du nombre de flécheurs. OK. C'est quoi les techniques, les motifs, le procédé pour... Ouais. Oui, alors, les appellations là, sont descriptives. Alors, on fait des flèches puis des flèches nettes. C'est ça quand on fait du fléché. À l'époque de Marius Barbeau, j'ai l'impression que les gens ont inventé des mots parce qu'ils ne connaissaient pas ce lexique-là. Alors, ils ont appelé ça des éclairs et des flammes. Des éclairs parce que ça faisait un zigzag, puis la flamme, c'est parce que ça leur rappelait la flamme de la chandelle. Mais nous autres, on a gardé le mot flèche et flèche nette. Alors, la flèche, c'est le zigzag. La flèche nette, c'est le losange que les gens appellent la flamme. Puis, le milieu, là, qui a l'air des têtes de flèche, là, nous autres, on n'appelle pas ça des têtes de flèche, on appelle ça, c'est le cœur.
Alors, notre ceinture a un cœur, des flèches nettes. Puis, il y a beaucoup de rouge. Ouais. Beaucoup de rouge. Pourquoi le rouge? J'imagine c'est parce que c'est ce que les Autochtones aimaient comme couleur. Parce que j'entends des gens appeler ça rouge indien des fois. Moi, j'ai jamais eu envie de dire ça, là, mais j'ai déjà entendu des gens appeler ça rouge indien. Moi, je dis rouge boîte à mal, rouge pompier, tu sais, pour expliquer ça, là, pour qu'il y ait une image dans la tête des gens des fois. Alors, je dis pas cochenille, puis garance, puis tout ça, ils savent pas, ça fait pas référence. Alors, c'est par image, là. Puis c'est parce que c'était la couleur qui était demandée. On est en commerce, hein? Ben oui. Alors, le client avait raison. Puis l'ordre des couleurs, puis Bon, du gros bleu, petit bleu. Oui. Là. La compagnie de la baie du Tisson a fait standardiser les ceintures pour les fins de commerce. Alors, il y a des corridors qui sont figés, puis d'autres, tu peux aller avec ta créativité ou les couleurs que tu as. Mais c'est toujours les mêmes couleurs. Peu importe dans quel ordre elles sont. Alors, c'est rouge, écru, gros bleu, petit bleu, jaune, vert. La partie immuable, là, c'est le cœur qui est rouge. Après ça, c'est toujours écru. Gros bleu, petit bleu. Encore du rouge. Jaune, vert. Encore du rouge. Puis là, tu peux revenir avec écru. Tu peux revenir avec... là, tu les mets dans l'ordre que tu veux après. C'est ça. Alors, le cœur et la bordure ont toujours un lien. Alors, le cœur est rouge. On peut finir en rouge. On peut finir rouge et gros bleu ou rouge et vert. Ça, c'est standard. Puis c'est ce qu'il y a de plus beau. Tu peux bien essayer de faire mieux, mais non. Ceux qui se sont penchés là-dessus, c'était des grands artisans qui avaient un œil très exercé face à l'harmonie des couleurs. Ouais. Puis, quand on les fait en teinture végétale, l'harmonie est toujours parfaite parce qu'il y a un dénominateur commun entre les couleurs qui est la nature. Alors moi, je dis toujours à ceux qui viennent apprendre à teindre, bien, si jamais c'est pas tout à fait le vert que tu espérais, quand tu plantes tes fleurs là, au printemps, te demandes-tu si ça va être beau à côté du gazon? Jamais. On se demande jamais ça. Parce que c'est la nature, ça se marie. C'est la même chose en teinture. Ça ne veut pas dire que ces choses-là ne peuvent pas se faire en synthèse chimique. Mais c'est la mode qui nous mène. Ben là, c'est pas accessible. C'est pas accessible, tu le fais. On mélange pas les deux. C'est pas beau. L'harmonie n'est pas belle. C'est bon. Puis, y a-tu des outils que tu n'as pas nommés à date qui sont utilisés? Non, je n'ai pas d'outils. Non. J'ai juste mes 10 doigts, puis le rouet si je veux travailler mes fils, là. Ouais. Mais quelqu'un qui ne veut pas retordre ses fils, il va essayer de fléchir, c'est juste que la facture ne sera pas la même. Ça ne donne pas la même finition. OK. La posture, on en a parlé tantôt. Au niveau de la description de la ceinture, on a parlé des couleurs, de la texture. Y a-t-il quelque chose en particulier? La densité. La densité, c'est une pièce mince, très dense, avec un fil très résistant. C'est ce qui fait que c'est inusable, cette histoire-là. Tu peux la trouer, la couper, puis elle ne se défera pas à cause de la technique. Tu vas la porter pareil, même s'il y a une petite coupure ou ça a été brûlé par une cigarette, je ne sais pas quoi, elle ne se défera pas. Ça, c'est à cause de la technique qu'on utilise. Si elle était tissée, là, ça se déferait. Tricotée aussi, tu sais. Mais tressée, nous autres, à tous les 9 brins ou 10 brins, c'est attaché. Alors là, au bout de 10 brins, ça arrête là. Ça fait juste une petite fente, une petite ligne. C'est bon, ça. Ouais. Puis est-ce que tu fais d'autres choses qu'à des ceintures en fléchée? Oh oui. Pour faire plaisir à ceux à qui je le montre. Hein? Là, par exemple, ben, j'ai participé à l'exercice des fermières.
qui était de faire une pochette pour les cellulaires. La première année, ils nous demandaient de faire les signets. L'année d'après, un foulard, ils appellent ça un foulard cravate. Moi, j'appellerais ça une parure de cou. Alors, je me suis pliée à ça, là. Mais c'est pour faire partie d'un groupe. Si tu veux échanger, c'est sûr qu'on a ça en commun, là, la pièce qu'on va faire. Après ça, les rubans pour tenir nos clés. Alors, tu sais, c'est un ruban raide qu'on a avec des compagnies, des pains imprimés dessus, là. Tu sais, hein? Ouais. Ben là, on les flèche. Ça, les gens adorent ça parce que c'est joli, c'est utilitaire, puis l'exercice ne dure pas une minute, là, tu sais. C'est assez vite fait. Ouais, ça prend combien de temps? Oh, ça peut prendre, moi je dirais, ça peut bien prendre, je les compte pas là, les heures, mais sûrement 8 heures. 8 heures, mais pour moi c'est 2 petites journées. Les rubans de chapeau, ça c'est apprécié. Si les gens s'achètent des chapeaux, puis là, ils flèchent une petite bande, puis ils le mettent autour de leur chapeau, c'est joli, c'est pas long à faire, puis ça leur permet de pratiquer leurs choses. Moi, c'est surtout ça. Après ça, des écharpes. Ben oui, des écharpes pour l'hiver, là, ça c'est la plus belle affaire qu'on peut pas faire, hein? Parce que c'est utilitaire, puis c'est une ceinture qui est plus courte, c'est tout, hein? Alors, les écharpes, oui. Les écharpes. Mais j'ai vu d'autres choses, là. C'est juste que moi, je les pratique pas. J'ai vu des bretelles, j'ai vu des bandes, des lampes, des abat-jours, là. Oui. Des murales. Il y en a qui font des murales parce qu'ils veulent l'accrocher au mur. Des sacs. Des sacs à bandoulière. Toutes sortes d'affaires. Il y en a, j'ai déjà vu des rideaux. J'ai rencontré le fils de Mme Gaudette-Smith quand elle est décédée, parce qu'il y avait la collection des pièces de sa mère, puis il voulait savoir qu'est-ce qui valait la peine d'être conservé, puis qu'est-ce qu'il pouvait mettre à l'encan. Puis elle recevait des cadeaux, là, des femmes qui savaient flécher des rideaux, des jetés, mais c'est pas adapté à ces choses-là. Ça, c'est des tours de force, là. C'est plus des curiosités que d'autres choses. Ouais. C'est bon. Puis au niveau de la production, tantôt, tu me disais-tu que tu produisais une ceinture par année? Oui, ça me prend, si je m'y mets, là, puis que j'arrête pas, là, je suis toujours après la même pièce, ça prend 6 mois faire une grande ceinture. Alors, j'en fais pas plus qu'une par année, parce que le reste de mon temps, un petit peu d'animation, un petit peu, je fais des petites expériences, je participe à des activités, bon. Alors, puis mes samedis et mes dimanches pour la broderie. Ouais. Alors, je ne produis pas plus qu'une grande ceinture par année. Ouais. Puis je fais d'autres choses, mais si on parle de grande ceinture, là, puis celle que tu fais, c'est pour... est-ce que c'est toujours pour vendre uniquement? Non, ou? C'est toujours pour moi. Puis là, il arrive quelqu'un qui me dit, me ferais-tu une ceinture fléchée? C'est-tu obligatoire que ce soit moi, là? Ou si je peux te référer à quelqu'un que je sais qui peut te faire ce que tu veux. Je veux que ça soit toi. C'est correct. Qu'est-ce que tu as besoin? Qu'est-ce que tu veux? Bon. Alors là, je fais des... Il y a des gens qui ont des... Par exemple, Simon Baudry me disait, moi, je veux le jaune, je le veux jaune fluo. Le jaune fluo. Je n'étais pas pour faire l'expérience sur une écharpe, là, mais non, tu t'es pris avec ça, là, un jaune fluo. Alors, j'ai fait des rubans chapeau. Alors, j'ai peut-être passé 3 semaines à faire ces rubans de chapeau-là, puis peut-être un mois. Puis là, je l'ai fait venir, puis j'ai dit, bon, qu'est-ce que tu aimes dans ça? Parce que des variations, les jaunes ne sont pas toutes les mêmes jaunes, puis avec les autres couleurs, des fois, l'harmonie n'est pas heureuse, des fois, tu fais des trouvailles qui sont bien, puis tu fais ça. C'est bien beau que c'était ta préfère. C'est ça que je veux. Là, c'est pas la même chose. Là. Il n'y a pas de jaune fluo dans la fait. Mais le gars a un œil
Tu sais, il a l'œil, il voit clair, ce gars-là. Là, moi, j'ai toujours un sourire parce que pour lui, c'était. Il a vu que c'était ça qui était le plus beau. C'est assez amusant de voir ça. Parce que j'essaye pas de les convertir. Je leur fais un échantillon de ce qu'ils veulent avoir. Puis là, ils regardent ce que tu préfères. C'est ça que je veux. Alors, j'ai peut-être 3 ceintures à moi, pas plus. Parce que ça me prend tellement de temps, tu sais, que. Ou bien je les cache. Il y en a que je monte pas. Ah ouais? Je monte pas. Je les oublie même, là. Tu sais, je les monte pas. Parce que, tu sais, ah ben, mon Dieu, tu tombes. Tu sais, les collectionneurs, des fois, ils se manifestent là, à des endroits où on est. Là. Au niveau de la transmission, Marie-Berthe, à qui que tu transmets? T'as-tu de la relève? J'ai pas tant investi que ça là-dedans. Moi, la production m'intéressait plus que la transmission, mais des fois, j'en voyais la nécessité, puis je le faisais. Tu sais. Quand j'ai commencé à Sainte-Élisabeth, disons dans les années 85 à peu près, c'était un défi. C'était un défi. Je vais vous montrer que moi, je suis une enseignante. Alors, c'était... Oui, ça allait. Et puis... à l'Assomption, ben c'était le défi, c'était quoi? C'était être à l'Assomption. La ceinture s'appelle la ceinture de l'Assomption. Hey, quelle belle occasion d'aller montrer ça à des gens de ce milieu-là. Hein? Puis après ça, j'ai arrêté. Parce que je me disais, il y en a ceux qui le savent, qui me montreront aux autres. Jusqu'à temps que Métier et Tradition m'interpelle là-dessus, parce que la fondatrice était une de mes élèves. Alors, je dis, oui, je vais aller te donner un coup de bain à ton école, je vais enseigner le fléché. Puis quand j'ai eu des élèves, une élève, entre autres, là, assez compétente pour prendre leur relève, on laisse la place, là. On laisse la place. Et je vais flécher avec elle pour le fun, là, parce que je trouve ça intéressant de les rencontrer, puis d'échanger avec les autres, là, puis qu'ils me disent ce qu'ils ont vu. Mais je veux pas investir tant que ça là-dedans. Il y en a d'autres pour le faire. Là. La relève, bien la relève, ça dépend pas de moi. Ça dépend de celles qui veulent l'apprendre. Hein? Alors moi, je leur montre du mieux que je peux. Je leur fournis tous les éléments. Je veux pas qu'il y ait de barrière parce qu'ils n'ont pas de rouet, par exemple. Pas de barrière parce que dans leur environnement, ils n'ont pas la laine qu'il faut. Moi, je te l'apporter la laine. Moi, te prêter mon rouet. La teinture, viens la faire chez nous. Si tu es rendu là puis tu sens que c'est important, viens, je vais te le montrer, tu vas le faire. Tu vas le faire chez nous. Alors, ça, c'est mon objectif, que ceux qui apprennent, là, qu'il y ait le moins de barrières possible. Puis que moi, je sois le plus limpide possible, pas les faire tourner en rond, là, faire perdre leur temps en disant pas ce qu'il faut pour qu'ils arrivent à des résultats. Parce que ce qui est important, là, lorsqu'on enseigne le fléché, c'est que la personne sente une progression et que ça soit tangible et assez rapide. Et c'est possible. C'est possible. Parce que notre démarche est expérimentée, on a l'expérience, on tape pas dans l'eau, là. Quand on fait un coup, c'est un coup sûr. Tu as bien dit. Puis, tu as transmis récemment, je pense, à un cercle de fermières. Oui, à Saint-Norbert, ben, c'est mon cercle à moi, parce que Berthier, on n'en a pas. Puis les femmes de Saint-Norbert, il y a 25 ans, m'ont sollicité parce que je suis native de là, donc elles me connaissent. Puis ils voulaient que je participe à leur concours pour avoir des prix, là, avoir les premiers prix. C'est beau, les rubans, hein? C'est le fun, ça, c'est un beau, hein? Alors, j'ai commencé par être membre pour participer à leurs activités, bon, parce que moi, je savais flécher, mais j'allais pas aux réunions. Mais depuis que je suis retraitée, ça fait, là, 3-4 ans, là, ben là, j'ai le temps, je vais aller aux réunions, puis ça donne qu'ils mettent le fléché au programme. Ben, je dis, moi, je vais vous montrer ça. J'ai du temps maintenant. Celles qui veulent apprendre ça, je vais vous montrer ça.
Il y en a qui travaillent le jour, ne peuvent pas le jour. Alors, je me suis dit, pas de barrière. Moi, je ne veux pas que personne me dise, j'ai pas été capable d'apprendre parce que les horaires ne me convenaient pas. Je vais y aller le samedi, puis je vais y aller le mardi. Comme ça, si vous travaillez puis vous voulez l'apprendre, le samedi, je suis là. Alors, 2-3 heures à la fois, là, parce qu'il ne faut pas éreinter nos gens, là. Tu sais, faut pas quand ils partent de là, qu'il y ait la langue pendante, là. On prendra plus de temps, ce film-là. Ça fait que ça fait 3 ans que j'investis pas mal d'heures à la formation des fermières. Ouais, encore aujourd'hui? Oui. Ouais. Ben là, on est en vacances, mais en septembre, on recommence. Oui, on recommence. Parce qu'il faut le... Oui. 2 jours semaine en toujours? Toujours. Puis le mardi, c'est... Dans l'après-midi. Puis le samedi, c'est l'avant-midi pour qu'elles aient le temps libre, leur temps libre, le reste, la fin de semaine. Hein? Okay. Oui. Puis ce sont de bonnes élèves, hein? Toutes des femmes qui aiment travailler de leurs mains, qui sont curieuses, qui veulent apprendre. Peux-tu m'expliquer que les gestes que tu fais? Alors, ce que je fais, je suis en train de tresser des fils. Alors, les fils se croisent. Puis là, les tensions qu'on fait sur nos fils, la façon qu'on place nos mains aussi. Vois-tu, ma main là est bien appuyée sur la pièce parce que je veux qu'il y ait une tension, tu sais, que ça soit bien arrêté, pas que ça se défasse, là. La tension bien solide. Ensuite de ça, le fait que je suis assis sur le bout de ma chaise au garde-à-vous, comme ça permet aux mains d'avoir plus de tension dedans que si j'étais adossée puis que j'étais relâchée dans mon fauteuil. L'angle aussi de ma pièce me permet de bien voir ce que je fais. Si j'avais pas cette pente-là, ce serait difficile pour moi de voir ce qui se passe dans mes mains. Et puis avoir une bonne tension dans la pièce. Il ne faut pas que ça soit mollasse, ça. Il faut qu'il y ait une certaine résistance là, pour avoir une bonne tension dans nos fils. Alors, c'est des fils que je croise toujours de la même façon, du premier au dernier pendant 500 heures. Alors, il faut être attentif à chaque fil que je croise. Ça, c'est le défi, hein? De garder notre attention sur les tensions, sur l'ordre des fils, mais ça, c'est assez ordinaire comme difficulté, là, c'est pas compliqué. Mais c'est d'avoir toujours les mêmes tensions, bien tirer nos fils pour que la tension soit très dense. Alors, je tresse. Une grosse tresse. Je change de couleur, je fais juste changer de fil, tout simplement. Le fil de trame que tu me parlais au début, c'est... Le fil courant, il est ici, là. Ouais, lui qui court, là. Il part de là, il s'en vient là. Fait que traditionnellement, il est appelé le fil courant. Le fil courant, oui. Une trame, ça, c'est un fil qui est indépendant. Autrement dit, ce ne serait pas un fil qui viendrait de là, il serait ajouté. C'est un terme qui est pour apprentissage.
Il y a peut-être d'autres techniques qui ont des trames aussi. Je ne connais pas tout. Alors ici, j'ai un corridor de rose. C'est le corridor que Mme Vigneault mettait à toutes ses pièces, puis qui nous a été transmis. Cette habitude-là nous a été transmise par Mme Fédias Robert. Quand elle parlait des ceintures de son professeur, Mme Vigneault, elle disait Mme Vigneault mettait un corridor de rose à cet endroit-là. Alors, ça nous a pris longtemps avant de comprendre pourquoi il y avait un corridor de rose. On l'a compris le jour où on a teint nos laines en rouge. On s'est rendu compte que le liquide qui restait dans notre bain, après avoir teint notre rouge, ça donnait ce rose-là. Alors, on a compris que, d'abord, c'est des produits qui coûtent très cher, là. On a compris qu'elles épuisaient leur bain de teinture en faisant un deuxième bain, puis ça donnait du rose, puis ils l'utilisaient dans leur ceinture. Fait que le bleu, c'est l'indigo. On ne dit pas bleu foncé, bleu marin. Non, c'est gros bleu. Gros bleu, là, ça veut dire le bleu le plus intense qu'on peut obtenir avec l'indigo. Puis si ça te tente de photographier les plantes, là, on pourrait aller sur le bord, à côté de ta voiture, là, mon petit jardin là, je pourrais te montrer les